Le thème donc, c'est application du biocontrôle en viticulture et culture pérenne, quand le changement d'échelle du labo au champ pose des questions d'interaction physique-biologie. Oui, ça marche. Donc, juste pour vous dire d'où je parle, hein, donc je suis co-animateur avec Sébastien Codis de l'IFV et Florence Verpon du CTIFL, ce qu'on appelle une unité mixte technologique qui s'appelle Ecotech, qui est basée à Montpellier et qui est associée à l'UMR ITAP. Donc, le titre de notre programme, puisque c'est des cycles qui durent 5 ans dans une UMT, c'est accélérer la transition agroécologique des cultures pérennes et légumières par la conception et l'évaluation d'équipements, de systèmes technologiques et de procédés de protection des plantes. Alors, je vais passer, comme j'avais mis un petit peu trop de temps, je vais passer sur notre programme, voilà. Mais sachez que donc on a un axe dont je vais vous parler pas mal aujourd'hui, qui est des nouvelles méthodes d'évaluation biologique au champ. Donc on va en parler pas mal. On parlera un petit peu d'autres choses aussi sur tout ça. Et donc on a un thème, sinon donc un thème transversal qui est l'application du biocontrôle. Et puis on a aussi un thème qui porte sur l'agriculture numérique. Alors voilà, on va démarrer à proprement parler maintenant cet exposé. Et donc la question que je pose, c'est, elle se pose dans le contexte de mesure lorsqu'on a des procédés agronomiques mécanisés. Donc, on part d'une action, on a des technologies pour mettre en place des pratiques agronomiques, et puis on a cette action que l'on retrouve tout à droite. Cependant, souvent, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe comme résultat immédiat de l'application, d'opérer l'équipement qui va réaliser l'action technologique. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on va au lieu d'attaquer, je veux dire, simplement la réaction à l'action par la flèche bleue, là, c'est si on s'arrête un petit peu au milieu et qu'on considère ce résultat immédiat ou ce résultat intermédiaire. Et notamment lorsque on fait de la protection des cultures qui, le plupart du temps, se fait par l'application de produits dits conventionnels, de produits homologués en bio, ou de produits qui sont appelés produits de biocontrôle. Alors je ne referai pas un cours sur les différentes sortes de biocontrôle. Et donc à gauche, pulvérisation, donc différentes technologies avec différentes pratiques. On obtient comme résultat intermédiaire des dépôts de produits qu'on va pouvoir regarder à l'échelle de l'organe, qu'on va pouvoir regarder à l'échelle du cep de vigne et qu'on va pouvoir regarder à l'échelle d'une parcelle complète. Et donc l'action agronomique qu'on attend de ces produits, alors il va dépendre de l'ensemble de l'itinéraire culturel, du système de culture, mais donc notamment dans l'itinéraire du stade, de la densité de plantation, des cépages, des méthodes prophylactiques qui sont utilisées, de ce qu'on met sur le sol ou pas, etc. Et bien sûr de la pression maladie. Et donc, ce qu'on va un petit peu le juge de paix de l'action agronomique, c'est est-ce qu'on a eu des dommages à la culture résultant des maladies contre lesquelles on essaye de se protéger. Alors, je vous parlerai surtout, ce que je dis, une partie des choses peut s'appliquer à la protection contre les ravageurs, mais j'ai surtout un angle protection contre les maladies. Alors, donc, on va séparer un petit peu les choses pour étudier ce que je vais appeler les déterminants de l'action de protection. Donc, on va considérer ce qui se passe à gauche. À gauche, on a une interaction physique entre un équipement et puis le végétal à toutes les échelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis à droite, on va avoir l'action agronomique dans laquelle il va se passer des choses différentes un petit peu, enfin en tout cas qu'on pourra modéliser de façon différente suivant l'échelle à laquelle on s'intéresse. Donc il va y avoir ce qui va se passer à l'échelle de l'organe, quelle est la protection apportée par la biosolution, comment ça va se passer en fonction du type de maladie, du type de biosolution, donc ce que je vais appeler des interactions biophysiques, des interactions biochimiques qui vont s'entremêler. Il y a ce qui se passe à l'échelle de la plante. Donc là, on va déjà pouvoir parler d'épidémiologie au sein d'une même plante, dans la question de la propagation de la maladie au sein d'un pied, notamment pour ce qu'on appelle les maladies à foyer, les maladies fongiques, notamment le mildiou et l'oïdium sont des maladies dites polycycliques, donc on a tout un tas de cycles de propagation de la maladie,
Et donc, les foyers, on va avoir tendance à augmenter leur intensité au fur et à mesure de la saison et répandre alentour. Et puis, on a ce qui se passe à l'échelle du champ, où là, bien sûr, ça va dépendre du climat, du vent, des pluies, etc. Il y a tout un tas d'éléments qui vont favoriser la propagation ou l'émergence de la maladie à l'échelle du champ. Donc, à droite, des interactions biologiques et biochimiques qui dépendent de la physique et du climat. Donc, je vais refaire un petit peu d'histoire pour voir d'où on part. Et comme je le dis, à la fondation de notre UMT, il fallait commencer par le commencement, c'est-à-dire déjà savoir où on en était de ces matériels, comment est-ce qu'on peut comparer ce qu'ils réalisent sur la plante. La première chose qu'on a commencé à faire, c'était vraiment à la fondation de l'UMT, ça a été de créer des conditions standards de comparaison de matériel. Donc, on a représenté la vigne à gauche, sur lequel on peut mesurer la qualité d'obtention des dépôts de produits en mettant des collecteurs dans la végétation. Il y a une norme pour définir comment on fait ça. Eh bien, on passe de ça à un système dans lequel on a un banc et dans lequel on va pouvoir représenter de façon standardisée avec moins d'aléas et donc plus de possibilités de comparaison la vigne. Alors, c'est ce qu'on appelle le banc Evas Previti, qui nous permet de tester des pulvérisateurs à 3 stades végétatifs. Donc, le début de végétation, là, je vous donne le LAI, donc la surface foliaire normalisée par les hectares au sol, donc du début de végétation jusqu'à la pleine végétation. Et puis, autour de ces bancs de collecte, là, dont on a vu qu'ils grossissent au fur et à mesure du stade de croissance, on a également des bancs de bordure qui vont permettre de représenter ce qui se passe d'un point de vue aérolique pour le pulvérisateur lorsqu'on passe devant un rang de vigne. Donc, ces bancs de bordure, eux aussi, ils croissent en fonction du stade de la végétation pour faire un stade de début de végétation, de milieu de végétation et de pleine végétation. Et c'est à partir de ça qu'on a construit le système performance UV, qui est un dispositif complet qui suit une charte qu'on a établie avec les parties prenantes et qui nous permet, à partir d'évaluations sur banc et d'un dossier que va soumettre l'entreprise, d'attribuer des notes par stade végétatif et des classes. Alors, les notes, elles sont intéressantes, vous pourrez aller voir sur le site Performance UV. Les notes sont directement réalisées à partir des économies de produits qu'on peut réaliser par rapport à un matériel standard sans prendre de risques supplémentaires, c'est-à-dire sans réduire les dépôts. Donc, vous verrez comment c'est modélisé sur la charte. Et donc, c'est un point extrêmement important parce que ça permet de mettre l'ensemble du monde en mouvement, on va dire, par rapport à faire valoir ce qu'apporte un pulvérisateur plus performant. Donc, un pulvérisateur qui apporte, pour une même quantité épandue à l'hectare, qui va apporter plus de produits sur le végétal. Et donc, si on utilise cette marge de manœuvre, on va dire, on est capable de réduire les doses sans prendre de risques donc supplémentaires. On peut même aller un peu plus loin et prédire les dépôts en fonction de la végétation. Donc ça a été l'objet d'un projet qui s'appelait Technodos Viti et puis de la thèse d'Anis Cheralier, dans lequel on a à la fois mesuré des paramètres végétatifs physiques, donc de la géométrie, de la densité, avec un lidar à gauche, et puis on a mesuré des dépôts réalisés par des équipements de pulvérisation. On a modélisé 2 types de pulvérisateurs, un pulvérisateur face par face à jet porté et puis un pulvérisateur pneumatique. Et donc, quand on acquiert ces 2 types d'informations, on peut construire un modèle par apprentissage et c'est un modèle qui va nous permettre de prédire ce qui va se passer en termes de pulvérisation. Ce qui est très important de noter ici, là, c'est que ce qu'on modélise, c'est pas des moyennes. Et très souvent, ou je vais dire trop souvent encore, l'état de l'art en Europe, un peu partout dans le monde, c'est de se contenter de moyennes quand on fait ce qu'on appelle de l'agriculture de précision. Là, on représente les distributions. Et peut-être que dans le cadre de la protection contre les maladies, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément la moyenne, mais c'est plutôt ce qui se passe dans les endroits qui sont les moins bien protégés. Donc, c'est important de considérer les distributions statistiques. Donc, à partir de là, on a pu construire des systèmes d'adaptation des doses à l'hectare et je vous invite à aller voir la vitrine qui a été réalisée dans le cadre de l'Institut Convergence Digitale.
Et maintenant, alors voilà, ce que j'ai pris de l'avance sur ma diapo suivante, donc que je vous résume ici. Donc, grâce à ce système-là, la modélisation prédictive, on peut réaliser une pulvérisation de précision avec une gestion explicite du risque. Maintenant, on va revenir à ce schéma et puis on va commencer à attaquer des questions de biocontrôle. Alors, on a construit un projet qui était basé sur la question suivante. Sachant qu'on est capable de bien appréhender ces dépôts de produits, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que la méthode d'application agit sur l'efficacité à la vigne d'une spécialité de biocontrôle pour la gestion d'une maladie fongique. Parce que il y a un ensemble d'experts qui s'accordaient sur l'importance de ce point-là. Et notamment, en fait, que ça change par rapport aux produits conventionnels. Et donc, la question de valorisation de ce projet, c'est est-ce qu'on va pouvoir construire un service expérimental pour évaluer cette influence et permettre aux firmes, aux distributeurs, de faire des recommandations aux agriculteurs par rapport à l'usage des produits de biocontrôle. D'où le projet Biospratec, qui est donc, dont le titre, c'est l'évaluation expérimentale de précision à la ferme pour améliorer les procédés d'application et l'efficacité du biocontrôle des maladies en viticulture. Alors, je vais revenir sur ce que ça veut dire que faire l'évaluation expérimentale de précision à la ferme. Quels étaient les enjeux pour le biocontrôle? C'est la question très souvent, le passage à l'échelle pour ce type de produit est difficile, en raison de conditions très variables qui sont rencontrées à la vigne, notamment les facteurs abiotiques, notamment les modes d'application, on va dire, au sens large. Et donc, ce qui nous importe, c'est d'identifier les modes d'utilisation qui permettent de mieux se rapprocher de ce qu'on va pouvoir retrouver aux échelles où les conditions sont contrôlées. Et donc, ça, c'est un enjeu en termes de déploiement du biocontrôle. L'enjeu méthodologique au sein du projet, c'était de développer une méthode d'évaluation en grande surface et avec un matériel, ce qu'on va appeler de grand travail, donc un matériel réel d'agriculteur et non pas un pulvérisateur d'expérimentation. Parce que ça, c'est un point extrêmement important. Très souvent, l'expérimentation concernant des produits et des produits de biocontrôle, comme le reste, c'est souvent expérimenté avec un matériel qui n'est pas du tout celui de l'agriculteur, qui est un matériel pneumatique, mais à très fine goutte, et avec des volumes hectares qui ne sont pas du tout représentatifs de ce qui se passe sur le terrain en vrai pour les agriculteurs. Et donc, on va voir qu'on va parler en anglais, de whole of block experiment, donc d'expérimentation sur parcelle entière, ou de on-farm experiment, expérimentation à la ferme ou à la vigne. Et donc, quelles sont nos hypothèses? On reprend ce découpage entre pulvérisation, dépôt de produits et action agronomique. On considère donc qu'à gauche, les technologies et les réglages, les usages agissent sur la répartition des dépôts sur les organes, tant les feuilles que les grappes, et sur la répartition des dépôts dans le couvert. Et l'hypothèse qu'on fait en termes d'action agronomique, c'est que cette répartition des dépôts sur les organes et dans le couvert a à son tour une influence sur la qualité de protection, suivant le mode d'action du produit de biocontrôle. Et donc, comment on va faire? Eh bien, on avait, on verra tout à l'heure, je reparlerai un petit peu du matériel. On s'est dit, on va faire de l'expérimentation parcelle entière, mais de précision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on définit les facteurs qu'on veut étudier, on définit un plan d'expérience, jusqu'ici, rien de spécial. Mais ensuite, la manière dont on va réaliser ce plan d'expérience, c'est qu'on ne va pas le faire avec quelques placettes. On va le faire avec un grand nombre de microplacettes réparties sur une parcelle de taille entière, sur lequel on va pouvoir passer donc un appareil réel tel que vous le voyez à gauche, et donc pas un pulvérisateur qui se trouve sur le dos d'un expérimentateur. Les deux idées majeures dans ce design-là, c'est d'une part qu'on va réaliser de nombreuses expérimentations d'une même modalité, et d'autre part qu'on va pouvoir utiliser la variabilité spatiale pour apprendre plus que des réponses moyennes. Donc ça, c'est les deux choses qui nous rapprochent de ce qu'on appelle le whole of block experiment, dans lequel on rajoute la précision. Donc on rajoute le fait qu'on va pouvoir traiter sur des microplacettes, vous allez voir, elles font entre 20 et 10 mètres suivant les années où on a expérimenté. On pourrait aussi appeler ça de la on-farm precision experiment. Bien sûr, ce type de plan, on va les réaliser de façon randomisée, mais on aura des contraintes spatiales pour pouvoir bien analyser nos données. Alors, il faut un pulvérisateur un petit peu spécial pour réaliser ça. Enfin, un petit peu spécial parce que
en viticulture, on n'a pas encore tellement les matériels qui sont très répandus en grande culture, qui permettent de contrôler les choses en fonction de la position avec un GPS de façon automatique. Donc les technologies PWM, donc à modulation de pulse, qui donc en fait font des ouvertures-fermetures à très haute cadence. Je vous ai pas rappelé le principe du PWM. Le gros intérêt de ce truc-là, c'est que ça permet de moduler le débit, mais sans changer les caractéristiques physiques de votre spray, donc de vos gouttes. Donc ça permet de comparer, comment dire, de pas rajouter de perturbations. Quand vous comparez les choses par rapport à une dose, c'est une dose, mais avec une qualité de pulvérisation qui ressemble. Voilà. Donc avec une même granulométrie. Donc cet appareil-là, il a été réalisé à notre demande. On avait, comment dire, fait une sorte d'appel aux industriels en posant un cahier des charges, en disant on a besoin d'avoir une machine qui peut répondre de façon précise, à la fois précise sur la commande et précise sur la position, pour pouvoir réaliser ce type d'expérience. Et donc, il y a deux industriels qui sont venus pour nous proposer ce matériel. Et donc, on a fait tout un développement avec eux. Ils ont fait tout le développement technologique. Et nous, on a mené des essais un certain temps pour avoir un matériel parfaitement performant. Et vous verrez qu'il est parfaitement performant. Donc cet appareil, il est équipé de débitmètres sur chacune de ses descentes. Il a 16 buses et chacune des buses est commandée individuellement. Donc ça permet de réaliser vraiment à peu près ce qu'on veut en termes de plan d'expérience. Et puis on a une console qui permet de lire les cartes qu'on réalise. Alors, on a commencé en 2023. Avant de parler de biocontrôle, je vais vous parler un peu de biocontrôle parce que je vais vous parler de soufre. Enfin, le soufre, c'est pas vraiment un produit révolutionnaire, donc on parlera d'un autre produit après. Mais on s'est entraîné avec des produits modèles, avec du cuivre et du soufre en 2023. Donc en plus, on le fait sur une exploitation, celle du lycée viticole, qui est une exploitation en bio. Donc, la question qu'on se posait là-dedans, c'est on a deux types de répartition possibles. Par exemple, celle qu'on va retrouver avec un matériel en face par face, un G porté, qui est une gamme de technologies plutôt performante. Et puis, on s'est dit, on va simuler en traitant que d'un seul côté ce que font un certain nombre de technologies moins performantes. Par exemple, les aéroconvecteurs font ce traitement d'un seul côté. Alors, ça traverse un peu plus que ce qu'on a fait là, mais donc on va dire, on a un peu augmenté par rapport à la réalité, mais c'est quand même le principe. L'aéroconvecteur ne traite que d'un côté. Et puis, si vous utilisez aussi un appareil pneumatique en passant tous les 4 rangs, vous obtenez également des traitements en uniface. Donc, on a voulu voir qu'est-ce que ça donne de comparer face par face et uniface. On a intégré une gamme de doses. Donc là, la gamme de dose N, c'est pas la dose homologuée, c'est une dose fortement réduite par l'usage de l'outil IFV Decitrate. On prend comme dose de référence et puis on applique une dose encore plus faible que celle-là, un peu plus élevée ou 2 fois plus élevée. On va regarder un petit peu mon chrono. Ah oui, comment dire, il me reste encore un quart d'heure, Camille, ou à peu près? Oui, Olivier, c'est pas gênant si tu débordes un petit peu. Ça marche, ok. Donc voilà le plan d'expérience. Donc vous voyez, on fait pas mal de répétitions puisque ce que vous voyez dans le tableau, ce sont le nombre de placettes. Donc on a 24 placettes et non pas 4 comme on fait souvent dans les expés. On va dire quand on fait un expé sur une parcelle, souvent on se contente de 4 placettes. Là on en a 24 pour chaque modalité à peu près, entre 20 et 24. Voilà. Et donc voilà ce qu'on a fait. On a appliqué ces modalités différentes pendant toute une saison, donc traitement mildiou, anti-mildiou et anti-oïdium. Il se trouve qu'on n'a pas eu de mildiou, donc ce qu'on va regarder, c'est la réaction pour l'oïdium. Voilà. Et donc, vous voyez à gauche le plan d'expérience spatialisé. Et donc, on vous a donné les apports cumulés en soufre sur l'ensemble de la saison. Et on a fait des comptages. Alors là, on va utiliser comme données pour se repérer ce qu'on appelle, on l'a appelé la méthode FAST, donc qui est une observation exhaustive de tous les cèpes. La manière dont ça se passe, c'est la chose suivante. Il y a une personne de chaque côté du rang, en fait, et on regarde globalement l'ensemble des grappes sur le cep et on donne une note globale au cep. Ceci pourrait être
aller plus vite que les méthodes classiques de type EPPO dans lequel on regarde chaque organe. Là, on fait une spatialisation assez précise puisqu'on regarde au CEP, qu'on va pouvoir spatialiser ce CEP. Et donc là, on va regarder un phénomène qui est assez intéressant, qui est ce que vous voyez sur ce graphique. Vous voyez la réaction à la dose sur la phase traitée à droite. Alors là, à droite, ça va, vous voyez que, en fait, l'intensité d'attaque, elle baisse avec la dose. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, à gauche, c'est un petit peu plus bizarre. En tout cas, c'est un peu moins, intuitif, puisque, en fait, tout se passe comme si la phase non traitée, elle n'avait rien à faire de ce qui se passait de l'autre côté. Donc, on a une réaction qui semble absolument indépendante de la dose. Donc, on s'est dit, ça, c'est intéressant, on vient de faire des demi-témoins non traités. Puisqu'on a un côté qui est non traité, on va s'en servir comme un témoin non traité. Et alors, on a regardé quand même pour vérifier, parce qu'on dit vraiment, est-ce que ça marche comme ça? Vous regardez ces 4 cartes qu'on a fait en faisant donc du crigeage, donc l'interpolation spatiale de nos données, et on voit que si on regarde par rapport aux différentes sortes de modalités en uniface, on voit qu'on s'y retrouve assez bien en termes de spatialisation. Ça a l'air cohérent, donc on s'est dit, allez, on mélange toutes ces données, on va utiliser nos 81 demi-placettes pour pouvoir faire une représentation de la pression de maladie. Et voilà ce qu'on a obtenu. On a obtenu une carte de ce genre-là qui a été réalisée avec le logiciel GeoFIS. Là, je m'excuse auprès des collègues si on a les concepteurs de ce logiciel. J'aurais dû le citer. Donc, on fait une carte et vous voyez ce qu'il y a à gauche. Vous voyez, l'intensité de maladie moyenne sur les autres. Et là, on va revalider notre hypothèse. Qu'est-ce qui se passe si on est sur la phase traitée ou la phase non traitée? Alors, encore une fois, à droite, ça a l'air de bien se passer, qu'on a un petit truc un petit peu bizarre sur la dose 1, mais on voit quand même qu'on a une tendance globale à ce que dans la zone de forte pression, les traitements font baisser l'intensité de maladie. Ça se produit pareil dans la zone intermédiaire et ça se produit encore pareil à peu près dans la zone de plus faible pression maladie. Par contre, quand on regarde à gauche, toujours pareil que tout à l'heure, dans chaque zone, ça n'a pas l'air on retrouve des niveaux d'intensité qui ne dépendent pas de la dose qui est passée de l'autre côté. Et alors maintenant, on va voir l'intérêt de faire cette zonation dans laquelle on a pu représenter les différents niveaux de pression de maladie. Je pense que ça parle relativement bien. Donc, on va commencer par se concentrer sur ce qui est en rouge. Donc, le traitement face par face, c'est le plus facile à interpréter. Donc là, vous voyez que ça vaut encore le coup de mettre 2 fois N dans la zone de forte pression maladie, que ça vaut encore un peu le coup, mais c'est moins fort dans la zone intermédiaire. Et puis alors en bas, 0,7 fois une dose déjà réduite, ça marche. On est content. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que la question de la satisfaction par rapport à un produit de protection, elle doit s'analyser aussi par rapport aux besoins. Alors, ici, la seule chose sur laquelle je triche un peu quand je vous montre des données a posteriori, c'est que, bien sûr, là, l'histoire est finie, donc on est en fin de saison, et c'est pas très glorieux d'arriver à parler du risque une fois que l'ensemble de l'histoire s'est déroulé et que c'est beaucoup plus difficile pour l'agriculteur pendant qu'il est en train de traiter pour savoir quel est le niveau de risque. Mais n'empêche que ça montre que, en théorie, il y a des possibilités. Si on est capable de capter la pression maladie, il y a des réelles possibilités d'adapter les doses et de gérer correctement pour avoir une protection qui soit satisfaisante. Alors, petit truc au passage, il y a un indicateur qu'on appelle l'indicateur d'Abbott qui est supposé nous normaliser les choses pour nous dire, voilà, c'est la mesure de l'efficience d'un produit. C'est un indicateur qui marche pas. Voilà, il marche pas pour, vous voyez, les faibles doses, puisque en fait, vous voyez 0,7, le produit, l'indice d'Abbott, il est de moins en moins performant au fur et à mesure qu'on va dans des zones de forte pression. Donc, si c'était un paramètre correctement normalisé, il chuterait pas comme ça tout en bas. Par contre, vous voyez, il a l'air de bien fonctionner quand vous mettez des fortes doses.
Ah oui, bon alors du coup, en fait, ça veut dire que c'est un indicateur qui est booléen, qui nous dit le produit marche ou il marche pas. Mais en termes de valeur quantitative, c'est pas terrible que cette chose-là. Et c'est très important, bien sûr, parce que quand on va s'intéresser au biocontrôle dans lequel on a des efficacités partielles, ben on voit que cet indicateur, a priori, il n'est pas très bien adapté. Alors maintenant, on va passer avec du vrai biocontrôle, enfin, avec un produit qui n'est pas du soufre, avec un produit innovant, et on refait la même chose, on fait un plan d'expérience, toujours pareil, on a ce pulvérisateur à commande numérique, et maintenant, on va donc travailler sur d'autres modalités, hein. Donc là, on a travaillé à la fois sur la taille des gouttes, et puis sur donc c'est les bus XR, donc c'est des bus qui font des fines gouttes, les bus IDK, donc des bus à injection d'air qui font des gouttes plus grosses, et puis alors on n'a pas fait un plan d'expérience complet, parce que quand même, enfin, si on multiplie l'expérience, ça réduit la capacité à faire des réplicas des modalités intéressantes. Donc là, vous voyez, par exemple, on a fait à la dose 1N, on a fait 1V, donc le volume d'épandage normal, qui est typiquement de 160 litres par hectare, donc déjà dans une bonne gamme par rapport à ce que font les agriculteurs, et puis un volume double, qui est réputé améliorer l'efficience au moins de ce produit de biocontrôle qu'on a testé. Et puis on a fait une modalité avec un peu plus de dose, et puis une variante dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et bien sûr le contrôle avec des placettes non traitées. Donc on a 153 microparcelles, vous voyez, sur 0,5 hectares. Et donc là, alors ce qu'on a fait, là, l'analyse spatiale est un petit peu différente. Au lieu de faire des zones avec GeoFIS, on a fait des interpolations de la même façon, mais on les a fait sur 6 plans. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais sachez que l'idée, c'est que là, on va essayer de distinguer les zones dont on est sûr qu'elles sont faibles. Enfin, on fait des consensus entre des couches spatiales, les zones dont on est sûr qu'elles sont faibles, les zones dont on est sûr qu'elles sont en forte pression maladie, puis au milieu, ça va être soit du milieu, soit du moyen, on va dire soit de l'incertain. Voilà. Donc, grosso modo, si on n'arrive pas à conclure statistiquement en regardant la différence entre le bas et le haut, c'est peut-être pas trop la peine d'aller s'embêter, aller regarder ce qui se passe au milieu. Et voilà nos résultats pour 2024. Donc, on a communiqué ça à une conférence d'agriculture de précision l'été dernier. Et là, je pense que ça parle assez bien. Vous regardez la différence entre la gauche et la droite, et là, vous allez peut-être vous dire, ah bah oui, ça ressemble à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le cuivre et le soufre. Donc, à gauche, quand vous traitez, ça fait quelque chose, et ça se distingue du contrôle, donc B, et donc tout le reste est A. Ah, mais les modalités d'application, bah, ça n'a pas l'air de trop se distinguer au plan statistique. Par contre, là où vous valorisez votre bonne pratique de protection, c'est quand la pression monte. Et là, vous voyez qu'il y a une différence très claire entre ce qui se passe avec la dose, on va dire, de pivot qu'on avait choisie, donc 1N, qui est ici une dose homologuée, et puis la dose, toujours même dose homologuée, mais ce coup-ci, on a juste rajouté de l'eau. Ben, en rajoutant de l'eau, on a grandement amélioré le fonctionnement du produit. Ça, c'est ce qui était un petit peu attendu, mais il manquait une preuve de cet élément-là. La preuve est faite. Donc, rajouter de l'eau, bon, c'est un petit peu comme rajouter du produit dans ce cas de figure précis, hein. Donc, ça vaut le coup de rajouter de l'eau. Le seul, bien sûr, inconvénient de faire ça, de rajouter de l'eau, c'est que, bien sûr, si pour un même volume de cuve, ça va vous amener à revenir plus souvent préparer des bouillies. Donc il y a un avantage il y a un inconvénient en termes de productivité, mais en termes de protection, on voit assez clairement l'avantage. Alors, pardon. Donc pour ce premier-là, on regardait ce qui se passe avec des buses à fine goutte, les buses XR, et puis on regarde ce qui se passe maintenant pour les buses à injection d'air. Et là, on voit que bon, les situations sont un petit peu moins claires, mais on voit que là, il y a encore un avantage à avoir mis le double de volume. C'est moins clair, peut-être parce qu'on a un taux de couverture, comme les bus d'injection d'air font des grosses gouttes, même si on a mis 2 fois le volume, bah peut-être qu'on a un taux de couverture qui n'est pas encore assez bon, et que peut-être qu'on atteint bien ce taux de couverture avec la modalité 1,6 fois la dose, 3,2 fois le volume, où là on obtient un volume suffisant. Donc voilà, c'est un élément qui peut faire penser que la notion de taux de couverture est importante. Je vais revenir à ces hypothèses-là maintenant. Et puis, pardon, je suis allé trop vite.
Ce coup-ci, on va regarder ce qui se passe au niveau de la feuille. Et là, c'est un autre projet complémentaire du projet Biospretec dont je viens de vous parler, qui est un projet qui s'appelle NeoSprayViti, qui vise à étudier précisément les indicateurs de la qualité de pulvérisation, mais ce coup-ci à l'échelle de l'organe pulvérisé. Alors classiquement, on fait ça avec des papiers hydrosensibles quand on regarde la qualité de pulvérisation. Alors très souvent d'ailleurs, on se contente de ça, c'est-à-dire que c'est une indication quand vous la voyez comme ça qui est souvent un peu qualitative, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien des gouttes partout. Mais là, ce qu'on a travaillé dans ce projet-là, c'est de comparer ce qu'on a quand on met aussi un collecteur, donc en Formex, sur lequel on va pulvériser un traceur. L'intérêt d'avoir un collecteur en Formex plutôt qu'un papier hydrosensible, c'est que non seulement on va pouvoir faire de l'imagerie comme on le fait avec des papiers hydrosensibles pour regarder comment se comporte la pulvérisation, qu'est-ce qu'elle fait comme impact en termes de taille d'impact, de taux de couverture sur la feuille, mais on va aussi tout simplement pouvoir rincer ce collecteur et doser donc la quantité en masse du produit, parce que là, on est quand même sur quelque chose de référence quand on est capable de mesurer une masse de produit. On a utilisé le même pulvérisateur. On retrouve à droite le banc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on a mis les deux types de collecteurs. Vous voyez, on a mis sur notre banc qui est équipé de ces collecteurs, on a pulvérisé la duazine. Et puis, on a mis des papiers hydrosensibles par-dessus. Et on a fait, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt de pulvériser sur du Formex, on peut faire les dépôts, donc l'analyse quantitative et l'analyse qualitative par image. Et on a utilisé plusieurs indicateurs, le taux de couverture, la densité de tâches, etc. Je vais passer un peu plus vite. Pour qu'on retienne l'essentiel, à savoir qu'on arrive avec le Formex à observer, même s'il n'a pas le même comportement très fin en termes de gouttes et tout, comment dire ce que je veux dire, l'interaction goutte-support est pas la même sur du papier hydrosensible et sur le Formex, mais le Formex nous permet quand même de regarder ces effets de granulométrie, de taux de couverture, comme on peut le voir sur le tableau qui est à gauche et sur le graphique. Et puis, je vais conclure cette présentation avant vos questions en vous parlant d'un stage on est en train de recruter les personnes là. On fait un stage, ce coup-ci pour regarder sur la feuille. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir des choses qui sont représentatives en utilisant des papiers hydrosensibles, en utilisant des collecteurs, mais si on pouvait carrément doser la pulvérisation sur feuille réelle, ça ouvrirait pas mal de choses, par exemple, pour regarder, comment dire, l'influence, comment dire, par exemple, suivant les cépages, on va avoir des dessous des feuilles qui sont plus ou moins pileux. Eh ben, on va pouvoir regarder ce que ça crée comme impact en termes de pulvérisation. Et donc voilà, je reconclus là-dessus. Je voulais vous parler du rôle de la physique via les technologies dans les interactions biologiques à chaque étape de la protection. Et on peut donc démarrer les questions.